Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du club consacrée une fois encore, bien entendu, au quart de finale de la Ligue des Champions, quart de finale retour. Et pour m'accompagner ce soir dans le club, un revenant, Walid Regragui, l'entraîneur du FUS de Rabat. Très heureux, une fois encore, de t'accueillir dans l'équipe du club, Walid. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de t'avoir parmi nous une fois encore. Autre revenant, Moussa Ndao, l'ancien international sénégalais, l'ancienne gloire du football marocain de la Botola du Wydad. Bonsoir Moussa. Jalal, bonsoir, bonsoir à tous. Et puis également parmi nous, l'une des valeurs sûres du club, l'incontournable Reda El-Ali. Bonsoir Reda. Bonsoir, je suis flatté de me retrouver dans cette composition Ligue des Champions. Voilà, exactement. Très haut niveau. C'est du lourd ce soir. Dans le club, ça ne veut pas dire que quand il y a Julie et Amine, c'est pas du lourd, mais c'est différent. C'est différent. Ce soir, donc, on a l'expérience. Comment? C'est la version Botola. C'est la version Botola. Je ne sais pas comment on va le prendre. En tout cas, la Ligue des Champions, les quarts de finale retour avec ce mercredi, bien sûr, le FC Barcelone qui va tenter, pourquoi pas, de faire une remontada. Et même Luis Enrique, l'entraîneur du Barça, il dit que la mission est plus facile que par rapport au match du PSG. Un peu chambreur. Un peu chambreur, un peu rêveur aussi. Dire que c'est plus facile, je pense que c'est quand même compliqué parce que la Juve, c'est pas le Paris Saint-Germain. Déjà sur le plan de l'expérience de ce genre de rencontre, la Juve, ils ont déjà gagné la Champions League, le PSG, non. Et les équipes italiennes savent gérer ce genre de résultats. Donc pour moi, ce sera un réel exploit de la part du Barça de pouvoir faire une remontada, une deuxième remontada. Déjà, il ne faudra pas qu'ils encaissent de buts. Et puis, ça va être compliqué quand on voit Dybala, le niveau qu'il a actuellement, offensivement, Higuaín, Cuadrado. Franchement, ce sera un exploit. On peut rêver, mais pour moi, c'est mission impossible quand même. Surtout, tu as parlé, Walid, de Dybala, d'Higuaín et tout, mais c'est surtout pour faire une remontada, il faut une défense à la PSG. Et là, c'est loin d'être le cas. Là, on a du lourd. On a Bonucci, on a Barzagli, on a Chiellini, on a surtout Buffon. Bah oui, surtout Buffon. Donc ça veut dire que la mission de la remontada semble très très difficile pour le FC Barcelone. Parce qu'en face, non seulement c'est des Italiens rompus à la tâche, défensivement c'est une équipe qui est solide. En plus, Buffon avec toute son expérience, mais surtout, comment ne pas faire pour que cette équipe de la Juve ne marque pas aussi? Parce qu'avec Dybala, Higuaín devant, je pense qu'ils ont surtout les possibilités de marquer, d'autant plus que cette équipe de Barcelone, son point faible reste encore la défense. Et si vraiment ils sont dans les mêmes dispositions que contre le PSG, je pense que c'est une équipe qui peut même prendre des buts même à Barcelone. Ouais, Barcelone, une équipe un petit peu au bord du gouffre, Reda, parce qu'une défaite 3-0 à Turin, et tout ça, ce match retour, avant un classico aussi au sommet dimanche prochain en Liga face au Real Madrid. Déjà, je pense que remontada, est-ce que tu disais la semaine dernière, l'irrationnel, la foudre, voilà, ça arrive une fois, pas deux. C'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, on l'a sûrement déjà dit, on va le répéter, la remontada, la fameuse remontada du Barça, c'est surtout 8 minutes d'absence du PSG. C'est-à-dire qu'il y a eu 8 minutes qui n'ont aucun sens, qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là. Le Barça, bizarrement, n'a pas été exceptionnel. En particulier, Messi n'a pas été exceptionnel. C'est plutôt Neymar qui a tiré l'équipe vers le haut. Maintenant, je pense que la Juve n'aura pas 8 minutes comme ça. Ça, je peux vous le dire. Ils n'auront jamais 8 minutes comme ça. Par contre, un Barça avec enfin un Messi... Oui. Un Messi galactique, ou je ne sais pas, parce que galactique c'est réservé au Real, mais au niveau interstellaire, dont on sait qu'il peut être le sien de temps en temps, pourquoi pas? Bien sûr, on est plus proche de l'impossible que du possible, mais ça ne peut se produire qu'avec un grand Messi. Et ce grand Messi, il commence un petit peu à manquer à ce Barça depuis quand même quelques semaines. Même si, à voir un petit peu, j'ai vu ça tout à l'heure en préparant l'émission, les chiffres de Messi cette saison, ils sont encore exceptionnels. Là, il est en train de viser son 500e but avec le FC Barcelone. Il est le meilleur buteur de la Ligue. Il est le meilleur buteur en Champions League, avant ce soir en tout cas. Et c'est sûr que et là je suis
complètement d'accord avec toi. Pour réussir un exploit, effectivement, le Barça a vraiment, mais là, vraiment besoin d'un très grand Messi pour passer. C'est la limite aujourd'hui de la lecture qu'on fait très souvent du football avec des statistiques. On n'a pas, enfin, je veux dire, le grand joueur, je ne sais pas combien il a marqué de buts, mais c'est maintenant qu'il doit se montrer. Ouais. On est en avril, bientôt en mai, on est en demi-finale, en quart de finale de la Ligue des Champions, on est dans le sprint final en championnat, la finale de la Coupe arrive. C'est à ce moment-là que le grand joueur sort. Et s'il marque peut-être 2 fois moins de buts contre Alaves ou Leganés ou je ne sais pas, enfin, des équipes de moindre envergure, c'est bien pour se montrer aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette course à la statistique absolue, elle est trompeuse. Voilà, elle est trompeuse. Et aujourd'hui, on regarde beaucoup ça. Et même ces joueurs regardent ça. Même Messi s'intéresse à ce genre de chiffres. Ronaldo aussi. Ils sont là-dedans à fond. Ils regardent combien ils ont marqué. Mais en fait, je pense bien qu'il aurait troqué ces 500 buts contre un en finale de la Coupe du Monde. Voilà, par exemple. Et un but contre Gianluigi Buffon, puisqu'il n'a jamais marqué contre le portier italien. Ce match dépend surtout de Lionel Messi. Moi j'ai une autre vision, c'est que depuis le début de la saison que je vois le FC Barcelone, le souci qui se passe au FC Barcelone, c'est qu'en fait, ni Messi ni Neymar ne sont bons en même temps. Et le problème, c'est que même s'il y a un très bon Messi, si Neymar est en dessous de son niveau, ça ne passera pas. Comme contre le PSG où Neymar a porté l'équipe, et c'est passé de rien du tout, comme les 8 minutes, comme a dit Reda. Sinon, il ne serait pas passé parce que Messi est passé à côté de son match. Je pense que l'exploit est possible à condition que, bien sûr, Messi soit à son meilleur niveau, que Neymar fasse un grand match. Et à ce moment-là, Suarez, lui, c'est sûr qu'il sera au diapason. Et après, derrière, même si les trois ils sont à leur meilleur niveau, qu'ils puissent mettre 3 buts ou 4 buts, il faut que derrière, ils puissent ne pas prendre de buts. Et forcément, en ce moment, le Barça, ce n'est pas assurance touriste derrière. En ce moment, c'est compliqué. Et il y a trop d'absence défensive pour pouvoir penser ne pas encaisser de but. Mais s'ils arrivent à le faire, franchement, ce sera une grande performance. Non, le Barça, qui a besoin d'un grand numéro d'acrobate de Messi, oui. Non, juste un mot pour dire que ce Barça-Juve de l'aller, ce 3-0, m'a beaucoup rappelé le match de l'Euro, Italie-Espagne, avec une Italie qui sait exactement ce qu'elle a à faire, avec une rigueur incroyable et une maîtrise du match, et en même temps, en face, une Espagne qui avait l'air, comme le Barça aujourd'hui, d'avoir un petit peu perdu son football. Voilà. En tout cas, avant de poursuivre nos débats, on va écouter l'un des acteurs, le capitaine de cette équipe du FC Barcelone, Andrés Iniesta, qui évoque ce match retour au Camp Nou. Un resultado malísimo para nosotros. Le résultat du match aller était très mauvais pour nous, parce qu'on n'a pas été à la hauteur, surtout dans une compétition comme la Ligue des Champions et face à un adversaire comme celui qu'on a affronté à Turin. Maintenant, on sait qu'on a le potentiel de surmonter cette épreuve ou tout au moins s'en approcher. Voilà, donc Andrés Iniesta, tout le monde est d'accord d'ailleurs, hein, ce match aller était complètement raté, on ne peut pas se permettre des absences, surtout face à un adversaire comme la Juventus. Est-ce que tu sens, toi, Moussa, cette équipe du Barça capable, c'est vrai que tout le monde est d'accord, même Luis Enrique, à la fin du match aller, quand on lui a posé « Est-ce que tu penses qu'une remontada est possible ?» Il dit « Là, ce soir, non. » En tout cas, au vu déjà de leur parcours, déjà contre le PSG, ils prennent l'eau à Paris. Ensuite, on a vu les derniers matchs de championnat aussi où ils ne sont pas bien. Le problème, ce n'est pas que Messi soit bien ou que Neymar soit au son meilleur niveau. Le problème du Barça, c'est en défense. En défense, ils prennent 4 buts, 3 buts, c'est énorme pour une équipe à ce niveau. Donc le problème, Messi peut être bon, et si derrière ils prennent 2, parce qu'avec la défense qu'ils ont. Donc voilà, en tout cas, à moins que ça soit une autre anomalie du football encore, qui remonte ce handicap de 3 buts, mais je ne les vois pas passer. Il y avait beaucoup cette équipe, tu parles de défense, c'est le système défensif du Barça qui était très souvent le pressing haut et beaucoup d'abnégation de la part des 11 joueurs. Bon, peut-être on peut mettre Messi de côté parce qu'on le réserve pour les phases offensives. Mais quand tu vois aujourd'hui Iniesta qui a les cheveux un petit peu grisonnants, Iniesta il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné 2 euros, il a gagné 3 Ligues des Champions, je ne compte même plus le Liga. Comment peut-on vouloir ou imaginer que ce bonhomme est autant fin qu'il y a 10 ans? Voilà. Il a encore faim, c'est des professionnels. C'est pas évident, c'est pas évident. Sinon Messi aurait arrêté, il a 5 ballons d'or, ça veut rien dire du tout. Par contre, il a encore faim. Après, la réalité de l'âge, il y a la réalité du nombre de matchs qu'il a fait. Je pense que c'est une saison compliquée pour lui, comme beaucoup de joueurs. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a parlé de Messi et de Neymar, mais Iniesta, il n'est pas à son meilleur niveau et ça n'aide pas non plus le Barça, comme Busquets n'est pas à son meilleur niveau. Je pense qu'ils sont sur une fin de génération.
Et je pense qu'ils sont trompés aussi sur beaucoup dans le recrutement Ils aussi. sont trompés dans les joueurs défensifs. Et Daniel Alves, tu le laisses partir et aujourd'hui, je pense qu'ils doivent le regretter amèrement. Surtout qu'ils ne l'ont pas du tout remplacé. En tout cas, Luis Enrique, très très remonté après cette lourde défaite à Turin, 3 buts à 0. Il s'en est même pris à certains des cadres de l'équipe. Enrique, pour ses derniers mois à la tête de l'équipe du Barça, c'est qu'il joue très gros demain, ce mercredi, donc en tout cas au Camp Nou face à la Juventus. On voit le sujet de Julie Rosselin. C'est décidément une fin de règne chaotique pour le coach Blaugrana. Après la gloire de la remontada, l'humiliation d'une nouvelle lourde défaite en Ligue des Champions et l'impression d'un terrible déjà-vu. Tengo la sensación de revivir una pesadilla. J'ai l'impression de vivre un cauchemar, clairement. Et c'est une sensation lamentable. On leur a offert 2 buts et face à un adversaire comme la Juve, ça ne pardonne pas. C'est lamentable. Especialmente la segunda es otra parte diferente. Et l'apparente sérénité de Luis Enrique en conférence de presse ne trompe personne. Les chaînes espagnoles ont filmé plusieurs séquences lors du match de la semaine passée. On y voit l'entraîneur dans une colère noire insulter l'un de ses joueurs, Javier Mascherano. C'est quelque chose de grave, très grave même. Très triste après une première période catastrophique. La seconde mi-temps, on était meilleur, mais on a encaissé un but sur corner. C'est un moment très dur. L'usure dans les propos de Luis Enrique, l'usure, cet argument que le coach a avancé pour justifier son départ du club. C'est cette même fatigue qui avait poussé vers la sortie un Pep Guardiola vidé après, disait-il, une éternité sur le banc barcelonais. En mettant fin au suspense sur son avenir, Luis Enrique espérait obtenir un peu de calme pour ses dernières semaines en poste. Le répit aura été de très courte durée. Voilà donc Luis Enrique, peut-être, c'est sûr qu'il a tout gagné avec le Barça, surtout sa première saison, 5 titres, mais cette saison était la saison de trop. Peut-être, pourquoi pas, si jamais il réussit cet exploit face à la Juve. Ouais, la saison de trop, quand on est entraîneur, on ne s'attend jamais à faire la saison de trop. Je pense que c'est, comme on a dit, c'est la fin d'un cycle. Absolument. Il a tiré le maximum d'un groupe. Mais après, la réalité, c'est qu'à ce niveau-là, les joueurs, ils font beaucoup. Remettre tout sur Luis Enrique, c'est un peu facile. Je pense que le club, ils se sont trompés déjà dans le recrutement. Les cadres, ils n'ont pas été au niveau. Il est aussi pour quelque chose au niveau des recrutements. C'est pas sûr. Je ne pense pas que ce soit le seul à décider. Un directeur général, il y a un président. Je pense qu'ils étaient tous d'accord pour faire ce recrutement. Ils ont pensé faire un bon coup en laissant partir Daniel Alves. Jordi Alba, c'était un titulaire l'année dernière. Ils ne comptent plus sur lui. Au milieu, ils ont pris Arda Turan. On ne l'a jamais vu jouer au Barça. Andrés Gomes, je pense qu'à un moment donné, le Barça... ils se sont trop appuyés sur les 3 de devant, à penser que voilà, c'était eux qui pouvaient tirer toujours l'équipe vers l'avant. Même le gardien, Claudio Bravo, la saison passée, c'est sûr que là, il sombre avec City, mais la saison dernière, il a fait une saison exceptionnelle avec le Barça. C'est sûr, mais je pense que c'est une saison sans. Après, ça arrive dans les grands clubs, on le voit. Ce soir, il y aura ou le Bayern ou le Real qui seront sortis. La Champions League, c'est difficile. Après, dans le championnat, ils étaient encore dans le coup jusqu'à la semaine dernière où ils ont perdu à Malaga. Ouais. Ils ont le Classico pour se rattraper. Mais c'est vrai que ces grands clubs, on les attend en Champions League. C'est sur ça qu'ils sont jugés, surtout. C'est ça le problème. C'est la vision qui est juste, qui est celle vers laquelle on se dirige aujourd'hui, qui m'agace un peu. Celle de championnats nationaux qui sont quasiment des phases préliminaires de la Ligue des Champions. Ouais. C'est à peu près ça aujourd'hui. Voilà, on joue chacun dans son pays pour la Ligue des Champions et presque se qualifier à la Ligue des Champions. Tout ce qui intéresse les gros clubs, c'est la Ligue des Champions. Bon, un retour à la raison, il y a une Ligue des Champions. Voilà, ça... C'est vrai que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, quand on voit le PSG qui se sont fait sortir de la Champions League, et d'un coup, la saison s'est arrêtée pour eux. Ouais. Tout le monde disait leur saison est loupée, alors que derrière, ils ont joué la Coupe de la Ligue. Là, ils vont encore jouer la Coupe de France. C'est une vision très bizarre. Oui, tout à fait. C'est une compétition qui écrase le monde du football aujourd'hui. C'est par rapport aussi à leur ambition. Le PSG, le championnat de France, la Coupe, il l'a gagné 5-6 fois. Barcelone, pareil. Donc voilà, c'est la Champions League. Mais moi, quand je dis que c'est ce qui manque à leur palmarès, mais c'est surtout aussi, c'est pour cela qu'ils font venir les meilleurs joueurs aussi. Par contre, à Barcelone,
Ce qui lui arrive, moi je pense, c'est surtout aussi, voilà, les grands clubs. Quand je critique le système aujourd'hui qui dit que la Ligue des Champions est l'alpha et l'oméga, le seul critère de succès. Oui, non, mais moi, la critique, enfin, si j'affine la critique, c'est que, en fait, le vrai problème, c'est qu'ils ont des championnats nationaux faibles qu'ils écrasent. Voilà, c'est ça. S'il y avait une vraie compétition, je sais pas, tu parles de France, un très gros, bon, cette année déjà il y a Monaco, mais c'est un peu une exception. Si c'était pas promené pendant 5 ans, ils seraient très contents d'être champion de France. En tout cas, Monaco qui dispute aussi ce mercredi un quart de finale retour. Elle est en pole position, la formation monégasque, après le match aller face à une équipe de Dortmund qui est encore un petit peu meurtri une semaine après cet attentat contre leur bus, 6 jours après la défaite à domicile, donc 3-2 face à cette formation monégasque. Les jaunes et noirs sont face à un énorme défi. Ils ont fait preuve de cran ce week-end en l'emportant face à Francfort, mais est-ce que cela sera suffisant pour refaire leur retard face à la formation monégasque? Un début de réponse avec notre consultant pour le football allemand, notre ami David Lortolari. Un homme providentiel qui revient. C'est Marco Reus qui a été présent ce week-end au coup d'envoi, qui a marqué d'une espèce de matchère dès la 3e minute. Donc c'est un peu le magicien, c'est le joueur qui peut être le renfort ultime et qui peut permettre à Dortmund d'avoir encore plus l'occasion d'inscrire des buts. Parce que bien sûr, là aussi, il va falloir en marquer plusieurs. 1-0 ne suffit pas à Monaco. Il y a un espoir. Alors, ce qui était frappant ce week-end, c'est que les joueurs, on sentait sur leur visage un vrai soulagement après chaque but, quoi. Dortmund s'est fait du bien. Alors, en face, c'était Francfort qui va pas bien en ce moment, donc il ne faut pas considérer que Dortmund soit complètement guéri, mais ce match-là et le chapitre sportif, le terrain leur a fait du bien, c'est évident. Ça s'est vu, il y avait des vrais sourires, le plaisir d'être simplement dans le football, d'être simplement dans le sportif, quelque part d'oublier un peu ses soucis vraiment tragiques. Et Dortmund va se retrouver à Monaco avec, pareil, avec cette espèce d'élan, avec une forme de libération peut-être. Le retour de ce joueur très important, la situation est très difficile parce qu'il faudra gagner à l'extérieur. On n'ose pas le dire côté Dortmund, mais secrètement, ils espèrent faire un coup évidemment pour rebasculer dans la vie, si je puis dire. Voilà, basculer dans la vie pour l'équipe de Dortmund. Nous faisons en permanence le grand écart. C'est la phrase de Thomas Tuchel, l'entraîneur de cette équipe, entre le travail avec les psychologues et l'entraînement. Comment on peut se remettre d'un choc pareil? Non, mais déjà, pour moi, c'est une aberration qu'ils aient joué le match le lendemain. Franchement, sincèrement, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que là, l'économie du football ou le spectacle du football est passé avant les hommes. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes d'un attentat, ces joueurs-là. Et le lendemain, il fallait aller jouer un match de football. Mais bien sûr, tu as raison. Et même c'est pire. Bartra est à l'hôpital et son remplaçant marque contre son camp. Non mais c'est vrai, c'est un signe. Il a plus la tête. Voilà, oui, mais comment tu peux analyser ça? Il y a ça. Ils auraient pu. Enfin, je pense sincèrement, même dans le calendrier, je sais que c'est compliqué, je sais que le business c'est très important. On aurait pu faire un effort pour trouver une. Pour jouer 10 jours après, la semaine d'après. Et là, ils auraient joué leur match aller cette semaine et ils auraient mis le match retour la semaine d'après. Pour moi, c'est une aberration. C'est pour ça que, pour moi, c'était un non-match, même si je pense que Monaco vont passer. Ce sera un autre match quand même à Monaco. Ils peuvent faire l'exploit, Dortmund. Mais quand on loupe un match aller comme ils l'ont fait, ils peuvent le regretter après sur le match retour. Mais c'est dommage parce que c'était une vraie affiche, parce que c'est deux équipes surprises. Moi, j'adore Monaco cette saison. Pour moi, ce que fait Jardim, c'est extraordinaire dans ce club. Et je crois que c'est la meilleure attaque d'Europe. Ils sont sur des chiffres. Chaque week-end, ils mettent 2-3 buts. Ils perdent à chaque fois 3-4 joueurs, 5 joueurs cadres chaque saison. Et le mec, c'est un vrai bricoleur. Et cette année, c'est une équipe offensive. Jardim, mais tout le monde se plaignait de lui en France que c'était un entraîneur défensif. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mais le mec, il est là. Franchement, c'est un entraîneur qui est formidable. Mais super. Quel casting quand même pour Monaco. Cette filière portugaise, en tout cas lusophone, avec les Brésiliens et les Portugais. Et Jardim, un entraîneur sorti de... Bon, quand même, entre parenthèses, sorti de nulle part. Il était dans le championnat portugais. Mais là, il est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs entraîneurs européens, des 5, des 10 meilleurs européens. Il a appliqué à Monaco un peu
les recettes du foot portugais qu'avait Porto quand ils arrivent à sortir des super joueurs d'Amérique latine avec une énorme capacité de détection. Et la capacité de former et de vendre très vite. Il ne faut pas oublier, ils ont vendu Martial, ils ont vendu Kurzawa, ils ont vendu Abdel ils ont vendu ils ont vendu Falcao, ils ont vendu également James Rodriguez. Voilà, ils les ont vendus tous avec des énormes plus-values. Donc ils gagnent de l'argent et ils sont toujours là. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de vivier infini. Mbappé, on ne connaissait pas. Etc. Bravo, vraiment. C'est très beau à voir en plus. Si vous avez l'occasion de tomber sur un match de Monaco, loupez pas ça. En tout cas, Monaco, qui est en train de viser, limite, ça paraît étonnant, une 4e demi-finale en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions. Ils étaient en 94, 98 et 2004. Deschamps, et là, voilà, avec Didier Deschamps. Et là, ils visent pour la 4e fois le dernier carré. Monaco a tout du Leicester de cette Ligue des Champions. Mieux que Leicester, je pense que voilà, déjà dès le match aller, c'est vrai qu'ils ne devaient jamais se jouer, mais par rapport aux résultats, je pense qu'ils sont en ballottage favorable par rapport au match retour. Ils gagnent 3-2 à l'extérieur, donc voilà, c'est une équipe sereine qui joue aussi sans pression. Le Stade Louis II ne fait jamais complet, donc c'est une des meilleures équipes, la meilleure attaque d'Europe. Ils ont surtout su redonner confiance à Falcao, le faire revivre. Falcao revient à son meilleur niveau. Mais c'est là où tu vois, même quand tu vois qu'un joueur qu'on connaît bien, comme Nabil Dirar, qui, quand il arrive à Monaco, a eu des gros problèmes avec les clubs qu'il a traversés. Quand tu vois comment il s'est rangé, comment il est utile, il rentre, il rend service. Et c'est là où tu vois, comme tu vois Falcao, pareil, en situation de... le couteau suisse de Monaco, il joue à tous les postes. Il y a énormément de talent dans la gestion du groupe. D'ailleurs, c'est Jardim qui l'a mis arrière droit au départ. Mais les résultats aident aussi. Quand on est premier, tout le monde tire dans la même direction. L'équipe est... Mais non, mais on le sentait même l'année dernière. Franchement, on sent le travail de cet entraîneur, Leonardo Jardim. C'est vrai qu'il... C'est quelqu'un qui est arrivé en France, il a tout de suite essayé, on a plus parlé de lui et de son accent très prononcé, mais c'est quelqu'un qui est venu, qui a voulu s'adapter, qui s'est imposé. Aujourd'hui, c'est pas un galactique, mais c'est un bosseur. C'est pour ça que ça fait plaisir, sincèrement, parce que quand tu le regardes, c'est vrai que les gens, aujourd'hui, les entraîneurs, ils sont en costard. Lui, il a le bleu du travail. Au niveau de la communication, c'est très important. Lui, il s'exprime. Il est arrivé. Mais chapeau à lui. C'est pour ça. Chapeau à lui. Et il a été très critiqué en France, pour son accent, alors que le mec, il faisait l'effort de parler la langue du pays. Et ce qui est important, c'est que Monaco, où ils ont été forts cette année aussi, que les gens oublient, ils ont été recrutés 2 latéraux à plus de 15 ou 20 millions d'euros. C'est Sidibé et Mendy. Les gens disent qu'ils ont mis beaucoup d'argent aujourd'hui. Mendy, je pense qu'il vaut au moins 70. Ils sont tous les deux en équipe de France. Les deux sont en équipe de France. C'est-à-dire que dans le recrutement, ils sont très performants. Mais pareil pour Bernardo Silva, quand ils avaient annoncé son tarif, il avait été considéré comme suracheté. Aujourd'hui, il va être vendu au quadruple. On a l'impression d'ailleurs sur le recrutement, il se trompe jamais. À la portugaise, je te promets. Regarde le mode de fonctionnement. Au niveau de la France, ils prennent des joueurs que personne ne connaissait. Thiemoro, le milieu de terrain, il est sur les tablettes des plus grands clubs en Europe. Donc voilà, c'est un club qui se trompe rarement. Et puis, comme il dit Regragui, donc c'est un entraîneur bosseur, quoi. C'est pas l'entraîneur bling 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 et tout. Il fait son boulot. C'est la meilleure attaque d'Europe. Ils sont premiers du championnat de France. Donc voilà. Et puis pour ce match retour, même si ça va être compliqué aussi, parce que Dortmund, voilà, c'est vrai qu'ils sont encore mieux dans la tête par rapport au match où il y a eu, par rapport au match aller. C'est sûr que c'est des équipes hyper offensives. Dortmund aussi, ils ont une attaque de feu. Il y a Aubameyang, il y a Dembélé aussi. Donc c'est un match qui promet beaucoup. C'est un match qui promet beaucoup de buts. Effectivement. C'est encore plus rageant de ne pas avoir les deux équipes au top. Voilà. Exactement, effectivement. C'est ce que disait Walid. C'est deux équipes qui se ressemblent. Franchement, c'est deux clubs jumeaux qui sont pour l'offensive. Et malheureusement, cette fête a été gâchée par cet incident. Allez, peut-être qu'on aura demain un feu d'artifice dans ce match retour qui se jouera à guichet fermé avec bien entendu une sécurité renforcée. Ce Borussia Dortmund qui joue en principauté face à la formation monégasque. Monaco part bien entendu avec les faveurs des pronostics. Restez avec nous, mes amis. Dans la seconde partie du club, il sera question
des matchs de ce soir avec la qualification de 2 clubs madrilènes. Le Real Madrid, large vainqueur 4-2 dans des conditions, on en parlera dans un instant, du Bayern de Munich, et puis qualifié également l'Atlético Madrid. On se retrouve dans un instant. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club. À mes côtés ce soir, Walid Regragui, l'entraîneur du FUS de Rabat. Également parmi nous, l'ancienne gloire du Wydad de Casablanca et de la sélection sénégalaise, Moussa Ndao, et puis bien sûr Reda El-Eli, ancienne gloire de quoi? De la chanson. J'ai oublié le nom du club où je jouais. Actuelle gloire. 8e division. Actuelle gloire du sport et de la musique. Alors, le Real Madrid et l'Atlético Madrid l'ont fait. Hein. Ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions, comme l'année dernière, comme il y a 3 ans. 2 clubs madrilènes dans le dernier carré de cette Champions League. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu pour le Real Madrid, qui s'est qualifié pour sa 7e, quand même, chapeau, demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Le Real qui a eu chaud, Walid. Ils ont eu chaud, ça a failli basculer. Bon, l'expulsion de Vidal est un tournant important du match. Et à ce niveau-là, quand on joue à 10 pendant aussi longtemps, c'est compliqué. C'est dommage qu'il y ait eu cette expulsion. On aurait voulu voir un peu le Real un peu à 11 contre 11 s'ils auraient pu créer justement cet exploit de passer en 7 demi-finales de suite. Quand même, c'est extraordinaire. Ça montre la grandeur du Real de Madrid. Tu veux dire, s'ils allaient passer, allez, on va dire à la régulière, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage qui ont favorisé le Real Madrid. Kozonom, vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire merci en hongrois, parce que l'arbitre Kassai vraiment a favorisé un petit peu l'équipe du Real Madrid. Il n'y avait pas de faute, il n'y avait donc pas de carton pour Vidal. Il y avait un but hors jeu. Il y avait vraiment quelques erreurs. Et à ce niveau, en Ligue des Champions, je pense, ce soir, j'aimerais pas être à la place des joueurs du Bayern de Munich, Moussa. Bon, enfin, quelque part, ils peuvent être fiers. Je pense qu'après la défaite du match aller, on les avait enterrés un peu tôt. C'est vrai qu'en venant à Bernabeu, ils étaient sûrs de leur bon coup. De 1, ils savaient qu'ils avaient un bon coup à jouer. Maintenant, ce soir, c'est vrai, il faut le dire, l'arbitre n'a pas été à la hauteur. Le carton rouge de Vidal c'est pas un carton rouge, il n'y a rien. Il joue le ballon, il n'y avait pas faute. En plus, le 3e but de Ronaldo, où il y a hors-jeu. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage ce soir. Je pense que, voilà, c'est encore une fois, comme Barcelone-PSG, l'arbitrage aussi va faire beaucoup parler encore cette semaine. Bon, maintenant, sur l'ensemble du match, je pense que le Bayern, en première mi-temps, le Real a mieux géré, mais en deuxième mi-temps, le Bayern, ils sont bien rentrés dans le match. Les changements qu'ils ont opérés, voilà, les ont permis non seulement de refaire le retard, mais surtout aussi de croire à une qualification. Par contre, ce que je n'ai pas compris encore, c'est l'histoire des prolongations au stade Bernabeu. Voilà, il faudra que Reda me dise ça aussi, quoi. Pourquoi les 30 minutes accordées à la prolongation alors que le match était terminé sur le score de 2-1. Je pensais qu'ils allaient beaucoup plus sur la série de tirs au but. C'est le règlement de l'UEFA en Coupe d'Afrique. C'est sûr que ça avantage l'équipe qui reçoit, mais de toute façon, l'équipe qui reçoit en général, elle est avantagée parce qu'elle mérite de recevoir au match retour. Maintenant, elle ne mériterait du tout, c'est des tirages au sort. Un tirage au sort. Ce que veut dire Moussa, il y a 2 sujets dans ce que dit. Il y a 2 sujets dans ce que dit Moussa. Le premier, c'est effectivement, tu as joué 90 minutes à domicile, 90 minutes à l'extérieur. Il n'est pas interdit de penser que les 30 dernières minutes soient considérées comme sur terrain neutre, donc plus de buts à l'extérieur. Plus de buts à l'extérieur. Pourquoi? Et ensuite, il y a le questionnement qui aujourd'hui est pas mal d'experts du foot. Des gens qui comptent, en particulier en Angleterre, posent la question de savoir est-ce que ce but à l'extérieur compte double est toujours valable. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas une règle, ce n'est pas une évidence. C'est-à-dire, par exemple, Copa Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions sud-américaine, ça n'existe pas. Maintenant, sur ce match-là, c'était un grand match de foot. Voilà, c'était un grand match de foot. Et si vous voulez qu'on parle d'arbitrage, on peut. Mais je voudrais surtout parler de Ronaldo, c'est incroyable ce bonhomme, est capable de sortir
au moment clé. Voilà, c'est le grand joueur. Il te sort 3 buts en quart de finale de la Ligue des Champions. Il a même sorti 5 buts. Hein, voilà, il a sorti 5 buts, 2 buts à Munich et 3 buts ce soir. C'est le bourreau du Bayern de Munich. 5, voilà, je dis et là, il en est, ça y est, il peut être content. Il a devancé Lionel Messi. Il a atteint la barre des 100 buts en Ligue des Champions. 100 buts, il a 101 buts en Ligue des Champions. Ouais. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on parle d'extraterrestres. Ces joueurs-là, c'est des extraterrestres. C'est pour ça que, qu'on soit pour le Barça ou pour le Real, on doit respecter et Messi et Cristiano Ronaldo. Et lui, n'oubliez pas les amis, on dit qu'il est en train de faire une mauvaise saison. Hein. Non mais 101 buts dans une Champions League. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, ce qu'on disait en off, il y a des joueurs, ils ne les mettent même pas toute leur carrière en championnat. C'est-à-dire qu'ils ont 38 journées, parce qu'on ne parle même pas de la Botola, on parle de championnat européen. Ils ont 38 journées, ils mettent 15 buts par saison de moyenne et ils sont heureux. C'est des grands joueurs. Hein. Et attention, parce que Ronaldo, si vous regardez bien, son jeu a changé. Hein. Son jeu a changé. Il lui reste beaucoup le sens du but. L'opportunisme, la précision dans le carré, enfin, comme on dit, le carré de 18 en arabe. Enfin, voilà. C'est moins fort en course, c'est moins puissant de loin. Ça se prend un peu les pieds dans les dribbles, etc. Mais par contre, il va finir, je pense, avant-centre et il va être très bon parce que le sens du but, du placement, du jeu, voilà, l'instinct, il l'a. Voilà, et c'est là-dessus qu'il joue aujourd'hui. C'est vraiment un signe d'intelligence d'avoir réussi à adapter son jeu par rapport à l'évolution, je pense aussi de son corps. Hein. Mais les grands joueurs, ils s'adaptent. Moi, je me rappelle de Ronaldo, le Brésilien. Quand il était au Real, il était en surpoids. Et il mettait toujours ses buts. Il avait changé son jeu, il était moins dans ses dribbles, moins dans ses sprints. Mais il a tout compris. Ces gars-là, c'est comme Messi en ce moment qui joue plus dans la passe. C'est des extraterrestres. Pour moi, ça, c'est des gars, ils ont des dons. Il faut en profiter. Déjà, il y a l'âge. Il a 32 ans. Ça. Bah ouais, il y a ça déjà. Mais le problème, c'est qu'ils te font gagner des matchs. Des matchs compliqués, ils sortent de nulle part, ils te claquent 2 ou 3 buts, suffisant pour aller en demi-finale. Comme tu le disais tantôt, 7e demi-finale, il faut le faire. Maintenant, on a parlé, moi je voudrais juste dire un mot sur l'arbitrage. Bon, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Il se trouve que ces mauvaises décisions ont avantagé le Real. Moi, je ne vois pas de malveillance, je vois de l'incompétence. Et par contre, ce que je voudrais dire... Et c'est l'un des meilleurs arbitres européens. Je ne suis pas convaincu, parce qu'il avait déjà... Je suis presque sûr, je voudrais bien qu'on vérifie que c'est lui qui avait fait la finale de la Ligue Europa l'année dernière, où il avait été très mauvais en première mi-temps. En l'occurrence, il avait fait... souffrir Liverpool, voilà. Donc je pense que c'est lui. Moi, je voudrais bien qu'on se pose la question de la compétence plutôt que de la vidéo. Non, voilà. mais pour moi, Reda, c'est même pas une question de compétence, c'est une question de lecture de jeu. Pour moi, un arbitre, il est en quart de finale de Champions League. Il sait que ça joue sur les détails. Il sait que c'est un match qui est au niveau du rythme, on l'a vu, c'était un rythme extraordinaire, c'était un super match. Tu ne dois pas gâcher la fête sur un deuxième jaune qui n'est pas une action où il y a un joueur qui doit aller au but, ou là oui. Parce que sinon, tu sors le jaune sur Casimiro sur une faute. Et même moi, s'il avait donné deuxième jaune à Casimiro sur cette action-là, j'aurais dit pourquoi. Mérité. Non, mais j'aurais dit pourquoi, laisse. Mais en tout cas, il y avait faute. Voilà, mais fais genre que tu n'as pas vu ou fais genre que tu le calmes et tu lui dis la dernière. Tu sais, Walid, que les consignes de l'UEFA aux arbitres de la Ligue des Champions sont expressément de laisser jouer parce que ils veulent qu'on voit la différence avec le championnat domestique où dès que tu laisses jouer, tu as un rythme beaucoup plus fort et tu as l'impression d'intensité qui se dégage. Voilà. Et ça, c'est parce qu'il a fait. Voilà. Tout simplement, Vidal, il siffle les fautes. Il allait le voir. Il disait attention, tu as déjà un jaune, la prochaine, je serai oublié. Mais personne n'aurait hurlé sur l'arbitre à dire ouais, t'as pas bien arbitré. Pareil sur Casimiro, quand il fait la simulation ou quand il fait. Qu'il ne le voit pas, c'est pas grave. Allez, laisse jouer. Ouais. Et moi, c'est là que je suis un peu déçu de l'arbitrage, où ils doivent sentir le jeu. Parce qu'un acteur du football, il doit sentir le jeu. Il ne doit pas gâcher un quart de finale sur ça. Il a été mauvais. Il a été mauvais et il a gâché ce match. Moi, l'interrogation aussi, quand on parle de vidéo et ce test grandeur nature lors du match France-Espagne, par exemple, pour certaines décisions aussi importantes que celle-ci, il peut être aidé, cet arbitre. Mais franchement, aujourd'hui, c'est facile. En une phrase, pas de rouge. Même pas. Il n'a même pas besoin d'arrêter le jeu. Il y a un arbitre vidéo qui lui dit pas faute et on continue de jouer. Parce que là, à 10 contre 11, le match était terminé. Je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas le temps de dire pourquoi, parce que ça va être très long. Je vais te bouffer Vas-y, on a tout le temps. Non, il y a beaucoup de raisons. Non, je ne suis pas... voilà, c'est ma position. Je ne suis pas super convaincu par l'arbitrage vidéo. Parce que, déjà, on a la vidéo, nous, chez nous. Hein.
Quand on a un fan du Real et un fan du Barça, on se met rarement d'accord. Ne croyons pas que la vidéo est une réalité plus précise que celle qu'on voit avec l'œil. C'est-à-dire que très souvent, aujourd'hui, la déconstruction des images, la façon dont on regarde les matchs, etc., on a l'impression que la réalité, c'est la vidéo et l'impression est fausse. Moi, je ne comprends pas, par contre, moi, là où je vois quelque chose de très bizarre, bon, pour moi, la vidéo, je suis contre parce que le plus beau but de l'histoire du foot, c'est Maradona de la main. Je suis contre la vidéo parce que... Si, c'est le plus beau parce que c'est... C'est plus vicieux, mais c'est pas le plus beau. Non, mais c'est un but qui a permis de voir le but le plus beau de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est-à-dire s'il avait eu un carton rouge... Non, il commence par la main, c'est la dualité de l'homme, c'est l'ange et le démon, c'est beaucoup de choses dans cette double chose. Voilà. Je suis contre la vidéo parce que pour moi, je ne sais pas situer exactement le curseur. Pour moi, un hors-jeu ou une touche mal négociée peut donner un but aussi bien qu'un rouge peut faire basculer un match. Je suis contre la vidéo parce que je pense qu'il y a de la mauvaise foi de la part de la FIFA qui refuse de mettre 2 arbitres sur le terrain, qui a cantonné les arbitres derrière les buts à un seul côté au lieu de les laisser rentrer comme au basket, on a 2 arbitres pour une surface beaucoup plus petite. Et je suis contre la vidéo également parce que dans mon esprit, il y a une injustice. Voilà. Quand on va aller jouer, nous, on est africains, d'accord. Quand on va aller jouer, nous, contre l'Égypte ou bien encore contre l'Ouganda, on n'aura pas les mêmes moyens vidéo. Voilà. Qui va passer les caméras? Qui va choisir les ralentis? Qui va contrôler tout ça? C'est-à-dire que les chaînes de télé deviennent des arbitres. Et aujourd'hui, c'est facile d'être pour la vidéo quand tu vas regarder une Ligue des Champions. Il n'y a aucune espèce de raison pour que moi, supporter par exemple l'équipe du Maroc, c'est ce qui nous... Voilà. Je subisse plus d'injustice. Et il n'y a pas de raison. Cette injustice, elle est aussi forte que celle qu'aujourd'hui subissent les fans du Real. Et je ne vais pas donner à des réalisateurs télé ce poids-là parce que je ne leur ferai pas confiance. Alors, pas de vidéo. Alors, pourquoi ne pas donner plus de pouvoir aux autres arbitres? Mais c'est-à-dire qui rentrent sur le terrain, qui contestent, qui s'expliquent avec l'arbitre qui prend une décision sur le coup. Oui, mais mieux encore, si on conçoit la vidéo par rapport au but qui est marqué ou qui n'est pas marqué, on doit pouvoir le concevoir. C'est pas aujourd'hui par rapport à... Ah non, il y a une différence. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand le ballon est rentré ou pas sorti, c'est comme au tennis, il y a une vérité. La vérité, c'est est-ce qu'il est rentré? Elle existe. Oui, alors que la vidéo, non, c'est un arbitrage. C'est-à-dire que moi, pour siffler une main, je dois connaître tes intentions. Est-ce que la main est volontaire? Et là, il n'y a pas de vérité. Il y a une appréciation. Alors que in-out, c'est une vérité. C'est très différent. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas un juge, c'est un arbitre. Le rouge d'aujourd'hui te change tout le match. Mais évidemment. Mais évidemment. Et tu sais pourquoi les gens aiment le foot? Parce que l'injustice existe dedans. C'est pour ça qu'on en parle. Par contre, où je te suis, allez, je vais te suivre et tu as raison, la beauté du football aussi, c'est que le lendemain, ou dès maintenant, après la fin du match, on est en train de discuter. Pourquoi le lendemain? Maintenant, là, on en est plein dedans. Et le pro-Real, il va te dire, ouais, mais il avait touché, il y a un peu de mauvaise foi, et ça fait vendre au café. Le foot étant une métaphore de la vie, accepte l'injustice, le félon, le voleur. Le voleur peut s'en sortir comme dans la vie, c'est pour ça qu'on regarde ce sport. Enfin, bon, c'est juste ma façon de... Mais là, en tout cas, c'est un véritable boulevard qui s'ouvre devant le Real Madrid, non? Non. Boulevard, ça va dépendre. La Juve, si ça passe, ou le Barça, ça peut être un... Et l'Atlético, c'est toujours difficile à battre. Mais après, bien sûr que maintenant, en ayant éliminé le Bayern, parce que la vérité, c'est que moi, je les voyais vraiment favoris, le Bayern, cette année, c'est qu'ils ont retiré un ogre. Hein. En tout cas, le Bayern de Munich, au-delà de cet épisode... comment ils ont fait une finale de Bayern? C'est beaucoup. Hein. Ils en ont fait 5 de suite. D'accord. Donc voilà, on est sur du lourd. Le Bayern de Munich, qui, dans le dernier titre de champion d'Europe, la Ligue des Champions, c'était avec Jupp Heynckes. Ils ont ramené Guardiola pour la Ligue des Champions, 3 saisons, 3 demi-finales et pas un seul titre. Ils sont allés chercher le spécialiste des Ligues des Champions, Carlo Ancelotti. Malgré, bien sûr, cette injustice, c'est un véritable coup d'arrêt pour cette équipe du Bayern. Moi, c'est pour ça que c'est bien que tu stipules ça, parce que souvent les supporters ou même les gens, ils pensent que parce que tu ramènes un grand entraîneur, et souvent on dit « ouais, mais il faut ramener un mec d'expérience, il faut ramener un mec qui l'a déjà gagné », bien sûr que ça aide. Et la vérité, c'est que la Champions League, c'est très très haut niveau, que ça joue sur de la chance, ça joue sur des détails. Ça joue. Chelsea, ils l'ont gagné l'année où ils s'y attendaient le moins. Ouais. Avec l'entraîneur qui a le moins d'expérience. Et qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est lui qui l'a gagné, alors qu'ils ont ramené les meilleurs entraîneurs de la planète. Ils ont investi pratiquement plus d'1 milliard d'euros pour la gagner. Le PSG, ils t'ont ramené celui qui a gagné 3 Europa League de suite. Et peut-être qu'il leur faudra 10 ans pour la gagner. La Champions League, il n'y a pas de certitude. La seule certitude, c'est qu'il faut
chaque année aller le plus loin possible pour emmagasiner de l'expérience, pour continuer à apprendre, pour justement ne pas louper ces matchs-là. Et on voit même City. City, ils ont ramené Guardiola cette année. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils investissent. Peut-être qu'ils la gagneront dans 4 ans, dans 5 ans. Mais la Champions League, c'est du très lourd. Il faut du temps, il faut de l'argent. Il faut de l'expérience et il faut de la chance. Et il faut de la chance. Et il faut de la chance. Par exemple, quand la Juve arrive en finale contre le Barça il y a 2 ans, peut-être que la Juve, à un moment, il y avait 1-1, si vous vous rappelez de ce match. Oui. Voilà, la Juve arrive en finale, on dit qu'elle a super bien réussi sa campagne européenne. S'ils avaient tiré le Barça peut-être sur 2 matchs en 8e, il serait sorti en 8e. Mais l'année où le Barça a gagné et qu'ils éliminent Chelsea, c'est Iniesta à la dernière minute, une frappe en pleine lunette et qui c'est fait se surtout qualifier. d'arriver sur un gros en finale, sur un match. Sur 2 matchs, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de paramètres. Sergio Ramos à la dernière minute contre l'Atlético. Moi, je pense que la capacité de Sergio Ramos à marquer des buts en dernière minute. Non, mais il faut de la réussite. Là, il faut de la réussite aussi. Il faut, voilà. Mais ramener Ancelotti, c'était pas une certitude de la gagner. Absolument. Et ça t'a apporté un peu plus de chance. Mais en même temps, il y en a qu'un qui va la gagner, la Champions League. Tout le reste, c'est des grands entraîneurs. Et il y en a qu'un qui va la gagner. Et peut-être que ce sera Jardim cette année. Hein. Peut-être Jardim, peut-être que le Real Madrid va devenir le premier club à gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions depuis 1990. Ils sont capables. Peut-être l'Atlético aussi. Là. C'est fort possible. Simone, il va en finale combien de fois là 2 fois. Il ne la gagne pas. Là, il va en demi-finale. Peut-être que c'est l'année de l'Atlético. C'est vrai que moi, je crois en cette un peu malédiction. C'est pour ça que je ne pense pas que le Real va la gagner. Mais depuis le Milan AC, Le Milan AC. C'est depuis le Milan AC, de Sacchi. Personne n'a fait 2 fois. Ouais, personne. C'est la finale de 4-0, non? Voilà, exactement. Donc l'Atlético. Non. Il gagne 2 fois la génération Van Basten avec Gullit et après derrière. Après, c'est le 4-0 contre le. Plus personne. Donc c'est très 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 compliqué de gagner une. Même 2 fois la Botola, déjà, ça fait longtemps. Des champions, même. Voilà. Mais c'est vrai, depuis le Hassania Degadier, personne n'a réussi à enchaîner. Exactement. Avec Mohamed. C'est ça le point commun entre la Botola et la Ligue des Champions. Ah, il y en a d'autres. Il y a des grands entraîneurs en Botola aussi. Hein. Non, mais ça pose question, cette histoire d'enchaîner. Hein. Je ne sais pas comment l'analyser, moi. Hein. C'est partout, sauf c'est toujours difficile d'enchaîner après un titre de championnat. Donc voilà, c'est beaucoup de paramètres aussi qui rentrent en jeu. C'est les joueurs qui partent, c'est les joueurs peut-être qui ont moins faim, c'est l'équipe qui est attendue au tournant, c'est l'équipe à abattre. Donc voilà, il y a énormément de paramètres aussi qui rentrent en jeu. Donc, en tout cas, le Real qualifié donc pour les demi-finales pour la 7e fois de suite, un super triplé de Cristiano Ronaldo, mais vraiment chapeau pour ce super match, cette super soirée européenne, la deuxième, soirée magnifique comme ça après celle de Paris et de Paris Saint-Germain à Barcelone. L'autre qualifié, l'autre heureux élu, il vient aussi de Madrid, l'Atlético Madrid. L'Atlético qui a géré son avance. Qui a géré, mais qui a quand même tremblé, dans le sens où je pense très sincèrement qu'à toutes les lignes, l'Atlético est supérieur à Leicester en termes de talent. Voilà. Leicester est une version dégradée de l'Atlético, c'est-à-dire pareil sur l'intensité, sur la hargne, etc. Par contre, je voudrais vraiment rendre hommage à cette équipe de Leicester qui, contrairement à ce qu'on a souvent vu de la part d'Arsenal et City, est sorti la tête haute en imposant un peu des valeurs britanniques de pilonnage aérien, de grands coups de savate. Ils sont sortis la tête haute, leurs supporters sont contents. Ils ont représenté, enfin déjà ils sont arrivés là où ils sont arrivés, et ils sont sortis en donnant le maximum avec une espèce de fighting spirit qu'on avait, encore une fois je le répète, pas vu depuis très longtemps de la part depuis Chelsea 2012. Voilà. Depuis Chelsea 2012, on voit d'Arsenal sortir la tête basse, du City sortir et là ils sont partis avec leur j'ai envie de dire, leur valeur, leur qualité. Elles sont inférieures à celles de l'Atlético, donc l'Atlético passe logiquement, mais bravo à Leicester. Leicester, un club anglais, mais à l'ancienne. Hein. C'est vraiment le kick and rush avec beaucoup de détermination. Tout est dit dans Vardy. C'est Vardy qui résume. Voilà, c'est pas Agüero, c'est Vardy qui avance. Voilà, tout est dit. Un peu sur cette fameuse Champions League où c'est les grands clubs. Exactement. Là, c'est un club qui a fait une saison extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte, mais gagner la Première Ligue avec cette équipe-là, c'était déjà formidable. Et atteindre les quarts de finale de la Champions League, même si je pense qu'à partir de ce soir, c'est un peu la fin de Leicester parce que les prochaines, ils n'auront aucune Coupe d'Europe. Ils vont retomber dans l'anonymat. Je pense qu'ils perdront leurs meilleurs joueurs, surtout Mahrez. Et puis voilà, ils vont rentrer dans le rang. Mais je vais te dire quelque chose, les supporters de Leicester rentreront dans l'anonymat avec le bonheur d'avoir vécu un moment extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, ils le disent à chaque fois, hein, même à Ranieri, ils remercient Ranieri parce qu'il les a fait rêver pendant une année. Cette ombre au tableau de la traîtrise ourdie par
par les joueurs. Et c'est malheureusement, drame shakespearien. Exactement. Mais l'équipe de Leicester qui redoutait, allez, si on fait un bilan maintenant de, je pense que c'est l'une des dernières fois qu'on va parler de Leicester dans cette émission, parce qu'on s'inquiétait pour cette saison de l'après-sacre. Finalement, elle est plutôt bien gérée. Ils sont en quart de finale, ils se maintiennent en première ligue parce que ce qu'ils disaient même avant, l'objectif après le sacre, c'était le maintien parmi l'élite. Ben ouais, c'était compliqué, on le sait tous après le sacre, mais bon, c'est vrai qu'en plus, ils ont perdu pratiquement aussi leur meilleur joueur, N'Golo Kanté et Panty. Donc voilà, l'entraîneur aussi est mis en cours de route. Donc voilà, je pense que pour Leicester, que l'aventure s'arrête là, c'est déjà plus que formidable ce qu'ils ont fait. L'année dernière, cette année, ils sont quart de finalistes quand même. On savait le match retour difficile avec l'Atlético. L'Atlético, c'est du Leicester en mieux. C'est-à-dire c'est une équipe qui sait défendre, c'est des morts de faim aussi. Ils ont un entraîneur aussi derrière, voilà, qui a l'avantage aussi de connaître cette Champions League et qui a envie d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, s'ils font 1-1 à la maison, je pense que Leicester peut... Voilà, ils sortent la tête haute surtout de cette Coupe d'Europe. Malgré tous les quarts de talent, on parle quand même d'une équipe Leicester qui a gagné 1-0 sur un penalty également un petit peu contestable. Hein. Ouais. On était à la limite de la surface. Voilà. Il n'y avait pas penalty, le match allait. Voilà, donc on dit la même chose. Voilà. Mais très souvent, si vous observez bien, les erreurs d'arbitrage frappent les équipes qui ne grognent pas. C'est-à-dire en général les anglo-saxons. Les Allemands, là, ils ont plus ou moins supporté ce qui leur arrivait. Les Anglais, bon, voilà, ça passe. Je pense que si une telle injustice avait frappé un club espagnol, je crois que les réseaux sociaux auraient explosé. Quoi. En tout cas, un club espagnol, l'Atlético Madrid, est-ce que la troisième, en tout cas la troisième, ils ne sont pas encore en finale, est-ce que cette année, d'ailleurs qu'on annonce comme la dernière de Simeone à la tête de l'Atlético Madrid, et si jamais les Colchoneros qui sont voilà, le club qui n'a pas de chance, le club des maudits, le club des maudits face au Real Madrid, est-ce que cette fois, ça peut être la bonne, peut-être l'année où l'Atlético le moins percutant, le moins Atlético. Tout à l'heure, on parlait justement de Chelsea, qu'il avait gagné l'année où on s'y attendait le moins. L'Atlético, cette année, ils impressionnent moins que les saisons précédentes. Ils sont moins puissants, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en fin de cycle. Mais malgré ça, ils ont repris la 3e place en championnat, je crois, d'Espagne. Là, ils atteignaient encore leur 3e ou leur 4e demi-finale de suite. 3e, je crois, ou 4e. Ce que fait Simeone, de toute façon, à Atlético, c'est comme pour Jardim, c'est formidable. Et se battre en Liga contre les deux mastodontes que sont le Barça, le Real, en Champions League, être régulier, c'est formidable. Mais en même temps, on parle de la... Être champion, ils ont été champions d'Espagne. On a rarement vu une équipe ressembler autant à son entraîneur. À son entraîneur, exactement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a propulsé son ADN sur l'équipe et qu'il a mis Simeone. Bon, ça fait longtemps qu'on l'entend. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il quitte en fin d'année. Je pense qu'il va faire une année dans le nouveau stade. Tu penses? Je pense que c'est ça le deal. C'est quelqu'un quand même qui est fidèle. Tu demanderas à notre ami Fred Hermel, mais je suis presque sûr qu'il y a une histoire comme ça, avec un engagement moral de venir prendre l'Atlético dans son nouveau stade, avant de prendre la sélection argentine, je pense. Ou alors l'Inter de Milan, on l'annonce aussi du côté de l'Inter. De toute façon, il aura l'embarras du choix. Tous les clubs voudront Simeone. Ça peut être le PSG, ça peut être n'importe qui. Ce qui est important, c'est que ça fait encore 2 clubs espagnols en demi-finale dans le dernier carré. Il n'y a pas de club anglais. Peut-être 3. Peut-être 3. Championnat espagnol... Mine de rien, ces dernières années, ils sont toujours là. En Europa League comme en Champions League. De toute façon, les amis, les 3 derniers vainqueurs de cette Ligue des Champions, c'est des clubs espagnols. Et avec les 3 dernières éditions, donc 3 vainqueurs, et dans 2 éditions avec 2 finalistes. Donc nos amis espagnols dominent donc cette Ligue des Champions. Je vous rappelle le programme, mes amis, demain. Donc Barcelone contre la Juventus. Alors soit la remontada, soit le précipice pour les Catalans. Et puis cette rencontre entre l'équipe de Monaco et le Borussia Dortmund. Alors je vais vous dire... Kozonum de m'avoir accompagné ce soir. Kozonum, c'est merci en hongrois, en hommage à Monsieur Kassai. Merci beaucoup Walid, merci à Moussa et à Reda. Mes amis, donc Kozonum, c'est la fin de cette édition du club. Merci d'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain. Ciao.